L'organisation dirigée par le Sud global, les BRICS, a gagné en taille et en influence, ce qui a effrayé certains politiciens occidentaux, en particulier le président américain Donald Trump. Après le retour de Trump à la Maison-Blanche pour son second mandat de président des États-Unis, il a menacé d'imposer des droits de douane très élevés aux BRICS et il a affirmé avoir détruit l'organisation. Les BRICS ont été créés dans un mauvais but et la plupart de ces gens n'en veulent pas. Ils ne veulent même pas en parler maintenant. Ils ont peur d'en parler parce que je leur ai dit que s'ils voulaient jouer avec le dollar, ils seraient frappés d'un tarif de 100% le jour où ils mentionneraient qu'ils veulent le faire et ils reviendront et diront « Nous vous en supplions de ne pas faire ça ». Les BRICS sont morts depuis que j'en ai parlé. Sur quoi? Les BRICS sont morts à la minute où j'en ai parlé. Et je me souviens quand Obama et Biden en particulier, je crois, il a dit « Oh, ils nous tiennent à leur merci ». Ils ne nous tiennent pas à leur merci. C'est nous qui les tenons à notre merci. Si les BRICS veulent jouer à ce jeu, ces pays ne commerceront pas avec nous. Nous ne commercerons pas avec eux. Et si jamais un échange passe, il sera frappé d'au moins 100% de droits de douane. Maintenant, l'affirmation de Trump selon laquelle les BRICS seraient soi-disant morts grâce à ces menaces ne pourrait pas être plus éloignée de la vérité. C'est exactement le contraire qui se produit. En réalité, les BRICS sont en pleine expansion. En juillet 2025, des représentants des pays des BRICS se sont réunis au Brésil pour le tout premier sommet qui a accueilli 10 nouveaux pays partenaires ayant rejoint les BRICS, en plus des 10 membres officiels des BRICS. C'était donc le premier sommet des BRICS à inclure 20 pays différents. Les 10 membres des BRICS sont les 5 fondateurs qui composent l'acronyme BRICS, à savoir le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, auxquels s'ajoutent 5 autres membres, l'Égypte, l'Éthiopie, l'Indonésie, l'Iran et les Émirats arabes unis. Ces pays ont été ajoutés aux BRICS en 2024. Et puis en 2025, les 10 pays partenaires des BRICS qui ont été ajoutés sont la Biélorussie, la Bolivie, Cuba, le Kazakhstan, la Malaisie, le Nigeria, la Thaïlande, l'Ouganda, l'Ouzbékistan et le Vietnam. Ensemble, ces 20 pays des BRICS représentent plus de 2/5 de l'économie mondiale, soit 44% du PIB mondial, lorsque l'on mesure leur produit intérieur brut combiné en parité de pouvoir d'achat ou PPA. Et ces 20 pays des BRICS ont une population totale de 4,5 milliards d'habitants, ce qui signifie qu'ils représentent 56% de la population mondiale, soit la majorité de la planète. Maintenant, le sommet des BRICS de 2025 au Brésil a été particulièrement important car il a vu, pour la première fois, la participation de pays comme le Vietnam, alors que les États-Unis essaient de diviser la Chine et le Vietnam pour recruter ce dernier dans leur nouvelle guerre froide contre Pékin. Mais en réalité, c'est exactement le contraire qui se produit. En fait, lors du sommet des BRICS, la Chine et le Vietnam ont tenu des discussions bilatérales et sont convenus d'approfondir leur intégration commerciale et économique. Le sommet des BRICS a également vu la participation du président cubain Miguel Díaz-Canel. Et bien sûr, Cuba est un pays qui souffre depuis des décennies sous le coup de sanctions illégales imposées par les États-Unis. Depuis plus de 60 ans, les États-Unis imposent un blocus étouffant à Cuba, tentant d'écraser l'économie cubaine, et chaque année, à l'Assemblée générale des Nations unies, presque tous les pays du monde votent pour condamner le blocus américain. Et pourtant, les États-Unis, en violation du droit international, continuent d'imposer ce blocus à Cuba. Ainsi, le fait que les BRICS aient invité Cuba à participer en tant que pays partenaire est un symbole de la volonté des BRICS de créer un nouveau type de monde. Et la vision qu'ont les BRICS d'un monde plus multipolaire est très attrayante à travers le Sud global. Et même les principaux partenaires commerciaux des États-Unis participent désormais aux BRICS. Par exemple, le Mexique, voisin des États-Unis et premier partenaire commercial de ces derniers, a participé au sommet des BRICS au Brésil. La présidente progressiste du Mexique, Claudia Sheinbaum, a envoyé le secrétaire aux Affaires étrangères mexicain Juan Ramón de la Fuente au Brésil pour participer, même si le Mexique n'est officiellement ni membre ni partenaire.
Mais le fait que le Mexique ait participé était un signe clair adressé aux États-Unis, indiquant qu'il ne tolérera pas l'intimidation des États-Unis envers lui-même et d'autres pays. Il est évident que l'influence croissante des BRICS dérange vraiment beaucoup de monde à Washington, car en réponse au sommet réussi des BRICS au Brésil, Donald Trump s'est exprimé sur son site de médias sociaux Truth Social et il a menacé les BRICS. Il a écrit, je cite, « Tout pays s'alignant sur les politiques anti-américaines des BRICS se verra imposer un tarif supplémentaire de 10%. Il n'y aura aucune exception à cette politique. » Fin de citation. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que Trump menace les BRICS. En fait, il avait déjà promis d'imposer un tarif douanier de 100% aux pays des BRICS. S'ils veulent jouer avec le dollar, alors ils se verront infliger un tarif de 100%. Mais étant donné à quel point cela serait désastreux sur le plan économique pour l'ensemble de l'économie mondiale, et en particulier pour les États-Unis, qui dépendent fortement des importations en provenance des pays des BRICS comme la Chine, le plus grand exportateur vers les États-Unis, Trump est revenu sur sa menace de tarifs douaniers à 100%, et il menace désormais d'imposer des tarifs de 10% aux pays des BRICS. Mais en même temps, je dois aussi préciser que Trump ne comprend pas vraiment ce que sont les BRICS, car il a menacé les BRICS lors d'une conférence de presse à la Maison-Blanche, et il a affirmé que l'Espagne faisait partie des BRICS, ce qui n'est pas le cas. Que peut-on attendre des pays de l'OTAN qui dépensent le moins d'argent, comme l'Espagne et la France, en dessous des 5%? L'Espagne est très basse. Et pourtant, sont-ils une nation BRICS? Quoi? L'Espagne est une nation des BRICS. Oh! Vous savez ce qu'est une nation BRICS? Tu vas comprendre. Mais, et si les pays BRICS veulent faire cela, c'est d'accord. Mais nous allons imposer au moins un tarif de 100% sur les affaires qu'ils font avec les États-Unis. Vous savez ce que sont les BRICS, n'est-ce pas? Vous le savez, les gars. Ouais, Brésil. Tu sais ce que je veux dire, n'est-ce pas? Donc, l'Espagne est... Il est facile de se moquer de l'extrême ignorance de Donald Trump, mais la menace posée par l'Empire américain est bien réelle, et les pays BRICS ont repoussé l'agression et l'hégémonie américaine. Lors du sommet des BRICS, un journaliste a interrogé le président brésilien Lula da Silva sur les menaces de Trump d'imposer des tarifs douaniers aux pays des BRICS, et Lula a répliqué en disant que Trump se comportait comme un empereur. Voici ce qu'a déclaré le président brésilien. Je cite, « Le monde a changé. Nous ne voulons pas d'empereur. Il s'agit d'un groupe de pays qui souhaitent trouver une autre façon d'organiser le monde d'un point de vue économique. Je pense que c'est pour cela que les BRICS dérangent. » Fin de citation. Et lorsqu'il parle de déranger, il fait référence aux pays impérialistes de l'Occident qui ont colonisé la majeure partie du Sud global et qui sont aujourd'hui frustrés de voir ce même Sud global renouer avec cette posture anticolonialiste. Et l'une des principales préoccupations des vote-en-guerre à Washington est la possibilité d'une dédollarisation. Les pays membres ou proches des BRICS cherchent des alternatives au dollar américain, qui est la principale monnaie de réserve mondiale depuis près d'un siècle. Lors de sa campagne présidentielle en 2024, Trump a menacé d'imposer des droits de douane de 100% aux pays qui s'éloigneraient du dollar américain. Beaucoup de pays abandonnent le dollar. Ils ne quitteront pas le dollar avec moi. Je dirai, vous quittez le dollar. Vous ne ferez plus affaire avec les États-Unis car nous imposerons une taxe de 100% sur vos marchandises. Monsieur, nous aimerions revenir immédiatement au dollar. Merci. C'est si facile. Je ne sais pas. Et les BRICS sont devenus l'une des principales plateformes qui poussent à la dédollarisation mondiale. En fait, lors du sommet des BRICS, Lula, le président brésilien, a appelé à la dédollarisation. Voici ce qu'a dit Lula. Citation. « Le monde doit trouver un moyen pour que nos relations commerciales n'aient pas à passer par le dollar. Évidemment, nous devons être responsables et faire cela prudemment. Nos banques centrales doivent en discuter avec les banques centrales d'autres pays. C'est quelque chose qui se fait progressivement jusqu'à ce que ce soit consolidé. » Fin de citation. Lors du sommet des BRICS, Lula a même réitéré son appel à la création d'une nouvelle monnaie mondiale. Voici ce qu'a déclaré le président brésilien. Citation, « C'est pourquoi le débat sur la nécessité d'une nouvelle monnaie commerciale est si important. Est-ce compliqué? Oui, je le sais. Il y a des défis politiques.
Mais si nous ne trouvons pas une nouvelle formule, nous finirons le 21e siècle de la même manière que nous avons commencé le 20e, et cela ne profitera pas à l'humanité. » Fin de citation. Or, la dédollarisation est un sujet que Lula da Silva défend depuis de nombreuses années. En fait, en 2023, le président brésilien a effectué un voyage en Chine où il s'est rendu au siège de la Banque des BRICS, connue sous le nom de Nouvelle Banque de Développement, qui est basée à Shanghai. Et là, Lula a prononcé un discours appelant à la dédollarisation mondiale. Et la présidente de la Banque des BRICS à l'époque était Dilma Rousseff, l'ancienne présidente de gauche du Brésil, issue du même parti des travailleurs que Lula. Et sous sa direction, la nouvelle banque de développement a encouragé la dédollarisation et a accordé de plus en plus de prêts en monnaie locale dans les devises nationales des pays des BRICS et non en dollars américains. C'est un sujet qui a été discuté en détail lors du sommet des BRICS de 2025 au Brésil. Dilma Rousseff, en tant que présidente de la nouvelle banque de développement, a annoncé que 2 nouveaux pays avaient rejoint la banque des BRICS, la NDB. Il s'agit de la Colombie et de l'Ouzbékistan. C'est également très symbolique, car la Colombie a historiquement été l'un des alliés les plus proches des États-Unis en Amérique latine. Mais cela a progressivement changé sous le tout premier président de gauche de la Colombie, Gustavo Petro, qui a placé le pays dans une position plus non alignée. Il a exprimé son intérêt pour que la Colombie rejoigne les BRICS et, comme première étape, la Colombie a désormais rejoint la Banque des BRICS, la NDB. Et d'ailleurs, je devrais mentionner que quelques jours seulement avant que ce sommet des BRICS ne se tienne au Brésil, des enregistrements audio ayant fuité ont révélé comment le gouvernement américain est lié à un complot de coup d'État de la droite visant à renverser le président de gauche démocratiquement élu de la Colombie, Gustavo Petro. Et bien sûr, il existe une très longue histoire du gouvernement américain soutenant des coups d'État contre des dirigeants de gauche démocratiquement élus en Amérique latine. En fait, il y a un nouveau pays partenaire des BRICS, la Bolivie, qui a été victime d'un coup d'État violent soutenu par les États-Unis en 2019, lors duquel Trump, pendant son premier mandat, a soutenu le renversement violent du président socialiste bolivien démocratiquement élu, Evo Morales. Et les États-Unis ont aidé à installer un régime putschiste de droite. Mais ce régime était extrêmement impopulaire et très corrompu, si bien que le régime issu du coup d'État de droite est tombé. Et lors de la première élection démocratique après le coup d'État, la gauche a été réélue au pouvoir et le nouveau président de gauche, Luis Arce, a fait de la Bolivie un pays partenaire des BRICS. Ce sont donc là des exemples clairs qui expliquent pourquoi tant de pays du Sud global souhaitent rejoindre les BRICS et pourquoi ils veulent un monde plus multipolaire dans lequel l'empire américain serait beaucoup plus faible et ne pourrait pas tenter de déstabiliser n'importe quel gouvernement qui ne lui plaît pas, qu'il ait été élu ou non par le peuple d'un pays étranger. Cela dit, je vais revenir sur la question de la dédollarisation qui est bien sûr étroitement liée, ainsi que sur les commentaires qui ont été faits lors du sommet des BRICS de 2025 par la présidente de la nouvelle banque de développement, l'ancienne présidente du Brésil, Dilma Rousseff, qui, soit dit en passant, a également été victime d'un autre coup d'État politique soutenu par les États-Unis, un coup d'État judiciaire contre le Parti des travailleurs au Brésil, qui a conduit à l'emprisonnement de Lula sur de fausses accusations de corruption, accusations qui ont ensuite été totalement annulées car elles avaient été entièrement fabriquées par des forces de droite soutenues par les États-Unis au Brésil. Mais pour revenir au point principal, lors du sommet des BRICS, Dilma Rousseff a évoqué l'importance du financement en monnaie locale pour la banque des BRICS. Elle a souligné qu'il est très risqué pour les pays en développement d'être trop dépendants du dollar américain et Dilma a déclaré, je cite, « Toute entreprise ou tout gouvernement qui emprunte en devises étrangères devient soumis aux décisions prises par la Réserve fédérale ou d'autres banques centrales des pays développés. » Fin de citation. Elle a noté que cela entraîne un risque de change. Ainsi, lorsque la Réserve fédérale américaine augmente les taux d'intérêt pour lutter contre l'inflation, cela conduit souvent d'autres devises et d'autres pays à chuter face au dollar américain, rendant plus difficile le remboursement de leurs dettes libellées en dollars.
Et comme exemple d'alternative à cet ordre dominé par le dollar américain, Dilma a cité des projets réalisés au Brésil qui ont été financés directement en monnaie chinoise, le renminbi ou yuan, sans avoir besoin du dollar américain. Donc, la dédollarisation est quelque chose qui se produit déjà, Cependant, cela dit, je dois préciser que dans son discours, Dilma Rousseff a clairement indiqué que le statut du dollar américain en tant que monnaie de réserve mondiale ne va pas disparaître du jour au lendemain. La dédollarisation est un processus graduel. Cependant, elle a clairement indiqué que les opérations en monnaie locale resteront une priorité absolue, le BRICS cherchant à construire, je cite, un système financier international diversifié et équilibré. Fin de citation. Et elle a souligné, je cite, l'essor des initiatives visant à développer le commerce en monnaie locale est indéniable et je considère cela comme une évolution positive. Fin de citation. Et la dédollarisation a également été l'un des principaux sujets abordés dans la déclaration de Rio de Janeiro, signée par tous les membres et partenaires des BRICS lors de ce sommet qui s'est tenu au Brésil le 6 juillet. Ce document était très long. Il faisait plus de 30 pages, donc je n'ai pas le temps de tout aborder, mais je voudrais examiner certains des points principaux concernant la dédollarisation. Le document a souligné l'importance de la nouvelle banque de développement dans l'expansion de son financement en monnaie locale et il a également abordé d'autres initiatives des BRICS visant à promouvoir la dédollarisation, y compris la nouvelle plateforme d'investissement. Il ne s'agit donc pas seulement d'aider les pays en développement à accéder à des financements, à des prêts pour des projets d'infrastructure et ce genre de choses, mais il s'agit aussi d'une nouvelle plateforme d'investissement encourageant les pays à investir dans d'autres pays des BRICS en utilisant d'autres devises, pas seulement le dollar américain. Il s'agit donc non seulement de dédollariser le commerce international, mais aussi de dédollariser l'investissement. Parmi les autres points abordés dans cette longue déclaration conjointe figurait le mécanisme de coopération interbancaire des BRICS, qui consiste à trouver des mécanismes de financement en monnaie locale et à connecter les banques des pays des BRICS. En outre, il existe l'initiative de paiement transfrontalier des BRICS et le groupe de travail sur les paiements des BRICS, qui cherchent tous à accroître l'interopérabilité entre les pays des BRICS afin qu'ils puissent dédollariser leur commerce et leurs flux de capitaux transfrontaliers. Ils ont également souligné qu'ils s'engagent dans, je cite, des efforts visant à faciliter des paiements transfrontaliers rapides, peu coûteux, plus accessibles, efficaces, transparents et sûrs entre les pays des BRICS et d'autres nations, ce qui peut soutenir une augmentation des flux commerciaux et d'investissement. Fin de citation. Un autre point qu'ils ont abordé était le renforcement de l'accord de réserve contingente, le CRA, qui n'est pas aussi connu que la Banque des BRICS, la nouvelle banque de développement. La NDB a été créée comme une alternative à la Banque mondiale. Le CRA, l'accord de réserve contingente, a été créé comme une alternative au Fonds monétaire international, le FMI. Alors que la nouvelle banque de développement accorde des prêts pour des projets tels que les infrastructures, l'idée du CRA est de fournir un financement de liquidité à court terme, comme le fait le FMI. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que si un pays connaît une crise de liquidité à court terme, s'il ne dispose pas de la devise étrangère nécessaire pour payer les importations de biens comme l'énergie et la nourriture, et que le pays risque potentiellement de faire face à une crise économique, le CRA pourrait intervenir et fournir la devise nécessaire pour payer les importations, comme le fait le FMI, sauf que la différence essentielle est que le FMI impose des conditionnalités. Il impose des exigences politiques et économiques aux pays qui sollicitent une aide financière du FMI via ses prêts. Le FMI exige des programmes d'ajustement structurel tristement célèbres qui incluent des privatisations massives, la réduction des dépenses sociales, ce genre de politiques économiques néolibérales qui profitent aux entreprises américaines au détriment des pays pauvres en développement. Ils doivent privatiser leurs entreprises publiques et leurs infrastructures, puis les vendre à des entreprises américaines et à de grands gestionnaires d'actifs comme BlackRock. Ainsi, le FMI est une organisation dominée par les États-Unis.
Les États-Unis sont le seul pays au monde à disposer d'un droit de veto à la fois au sein du FMI et de la Banque mondiale. Tous les présidents de la Banque mondiale ont toujours été des citoyens américains et le président du FMI a toujours été un Européen. Ce sont des organisations entièrement dominées par l'Occident. Ainsi, l'idée derrière le CRA et la NDB est que les BRICS ont créé ces organisations pour réellement répondre aux besoins du Sud global et elles n'imposent pas de conditionnalité. Elles n'imposent pas d'exigences économiques ou politiques et elles n'imposent pas d'ajustements structurels aux pays qui leur empruntent, ce qui explique pourquoi elles sont considérées comme des alternatives importantes dans le Sud global. Et bien qu'elles soient encore relativement récentes et de taille modeste, leur influence ne cesse de croître. Et il est clair que les BRICS ont fait de ce sujet une priorité, renforcer ces organisations, promouvoir la dédollarisation et proposer des prêts aussi bien à court terme pour la liquidité qu'à long terme pour des projets d'infrastructure. Et ils le font dans des monnaies locales et nationales, pas seulement en dollars américains. Tout cela montre donc que les BRICS sont profondément engagés dans la création d'un nouveau système financier et monétaire international qui ne soit pas entièrement dominé par un seul pays, comme l'actuel système financier international dominé par les États-Unis, et la dédollarisation en est un élément central. Encore une fois, ce sera un processus progressif, mais c'est un sujet dont on parle de plus en plus. Et tandis que Lula et certains autres dirigeants appellent à la création d'une nouvelle monnaie mondiale pour concurrencer le dollar, il s'agit là d'un projet à plus long terme. À court terme, ce que les BRICS font déjà, c'est encourager les membres et partenaires des BRICS à commercer entre eux dans leur monnaie locale. En fait, le Brésil et la Chine ont déjà signé un accord pour commercer en utilisant le réal brésilien et le renminbi chinois, ou yuan, et de nombreux autres pays des BRICS ont signé des accords similaires pour le commerce en monnaie locale. Cela montre donc que les BRICS ne se limitent pas à la dédollarisation. Il s'agit de quelque chose de bien plus vaste. Il s'agit de la décolonisation. Il s'agit des anciens pays colonisés du Sud global qui créent un nouvel ordre économique, financier et politique dans lequel ils sont égaux, véritablement égaux, et où les pays impérialistes occidentaux qui ont colonisé la majeure partie du monde perdent le privilège exorbitant dont ils bénéficient. Il ne s'agit pas seulement du privilège exorbitant du dollar américain, il s'agit de mettre fin au néocolonialisme. Et dans cette optique, je voudrais diffuser quelques extraits d'un autre discours prononcé lors du sommet des BRICS au Brésil par le Premier ministre de Malaisie, Anwar Ibrahim. La Malaisie est un pays majeur d'Asie du Sud-Est et elle est officiellement devenue un pays partenaire des BRICS à partir de 2025. Et dans ce discours prononcé par le Premier ministre malaisien Anwar, il a souligné que les BRICS s'inscrivent dans la continuité du mouvement des non-alignés, qui a été formé par des gouvernements de gauche anticoloniaux pendant la Première Guerre froide. Il s'agissait d'anciens pays colonisés qui se sont unis pour résister à l'impérialisme occidental et ils ont déclaré « Nous n'allons pas vous suivre dans la Première Guerre froide contre l'Union soviétique et contre les pays socialistes. » Le mouvement des non-alignés a déclaré « Nous allons essayer de créer un nouveau type de monde, un monde multipolaire si vous voulez. » Je veux dire, la multipolarité est un terme qui est maintenant utilisé au XXIe siècle, mais c'est en réalité la même mission que poursuivait le mouvement des non-alignés au XXe siècle, ainsi que des dirigeants de gauche, anticoloniaux et socialistes comme Zhou Enlai en Chine, Jawaharlal Nehru, le leader anticolonial en Inde, et Sukarno, le dirigeant de l'Indonésie. Et si vous écoutez le discours prononcé par Anwar, le Premier ministre malaisien, lors du sommet des BRICS, il cite ces dirigeants de gauche anticoloniaux du Sud global et il fait l'éloge du mouvement des non-alignés. C'est vraiment un moment historique et très important. Ceux d'entre vous qui ont suivi les antécédents de l'histoire comprendront que la tentative de sauver la voie des économies et des pays nouvellement émergents après le colonialisme a été menée par Sukarno d'Indonésie, Zhou Enlai de Chine, Jawaharlal Nehru d'Inde, Nkrumah d'Afrique.
C'était une tentative audacieuse pour s'assurer que la voix de la conscience, celle de ceux qui luttent pour la liberté et la justice, soit entendue. Pas beaucoup de succès. C'était une tentative audacieuse. Ensuite, nous avons eu le mouvement des non-alignés qui a suivi cela. Nous avons le G77 qui n'a toujours pas atteint les résultats escomptés. À présent, je vous salue, Président Lula, pour avoir eu le courage d'avancer avec une vision claire, un engagement clair à porter la voix des préoccupations et des aspirations des peuples, en particulier du Sud global. Nous avons tenté, au sein de l'ASEAN, au-delà de l'amélioration des échanges commerciaux, d'utiliser même des systèmes de règlement financier. Nous utilisons notre propre monnaie locale. Bien sûr, nous ne parlons pas de dédollarisation car il y a encore un long chemin à parcourir, mais au moins nous essayons. La Malaisie avec l'Indonésie, la Malaisie avec la Thaïlande et ensemble avec la Chine essaient d'utiliser leur propre monnaie locale, même en commençant par 10% ou 20%. Cela fait une différence parce que nous ne pouvons pas continuer à nous plaindre sans mettre en œuvre notre propre plan dans nos pays et avec nos voisins amicaux. Dans son discours au sommet des BRICS, le Premier ministre malaisien a également évoqué la conférence de Bandung de 1955, au cours de laquelle d'anciens pays colonisés se sont réunis et ont discuté de la nécessité d'unifier le Sud global pour lutter contre le colonialisme. Et Anwar Ibrahim explique comment, dans les années 1950 et 1960, lors de la conférence de Bandung, lors de la fondation du mouvement des non-alignés, ces anciens pays colonisés étaient encore relativement faibles sur le plan économique. Ils n'étaient pas développés, ils n'étaient pas industrialisés. Et maintenant, il fait remarquer que 60 ans plus tard, ces pays se sont réunis au sein des BRICS et ont beaucoup progressé sur le plan économique. Ils se sont partiellement industrialisés, ils montent lentement dans la chaîne de valeur de la division internationale du travail et les BRICS peuvent être une plateforme où ils peuvent collaborer pour créer un monde plus multipolaire dans la continuité du mouvement des non-alignés et de la conférence de Bandung. Mais je reviens à la question principale et centrale. Les BRICS d'aujourd'hui, en 2025, ne sont pas la première tentative. Il y a eu la conférence de Bandung en 1955. À cette époque, nous luttions. Pas d'industrie, pas de nouvelles technologies, pas de compétences, à l'exception d'une nation unie, d'un pays et d'un leadership politique. Aujourd'hui, nous avons un leadership politique avec cette vision et nous avons une communauté d'affaires solide. Je pense que c'est le message le plus important à retenir après avoir écouté cette analyse aujourd'hui. Les BRICS s'inscrivent dans la continuité de la conférence de Bandung et du mouvement des non-alignés. Mais ce n'est pas seulement moi qui le dis, et ce n'est certainement pas seulement le Premier ministre malaisien qui le dit. C'est aussi le président brésilien Lula qui a dit la même chose dans un autre discours qu'il a prononcé lors du sommet des BRICS. Il a rappelé que l'Organisation des Nations Unies avait été fondée en 1945 après la défaite du fascisme lors de la Seconde Guerre mondiale et qu'elle était censée apporter de l'espoir au monde et soutenir les efforts de décolonisation pour un monde plus multipolaire. Cependant, Lula a averti qu'à l'occasion du 80e anniversaire de la fondation de l'ONU, je cite, « Nous assistons à un effondrement sans précédent du multilatéralisme. » Fin de citation. Et c'est l'Empire américain qui mène cette attaque contre la multipolarité. L'Empire américain tente de réimposer son ordre unipolaire dans lequel les États-Unis considèrent le monde entier comme leur propre sphère d'influence coloniale. Et les BRICS ripostent contre l'unipolarité américaine et œuvrent en faveur de la multipolarité. Et comme Lula l'a souligné dans ce discours, il a déclaré, je cite, « La conférence de Bandung a réfuté la division du monde en zones d'influence et a fait avancer la lutte pour un ordre international multipolaire. » Fin de citation. C'est donc une phrase extrêmement importante. Il affirme que la multipolarité n'est pas simplement une idée nouvelle du XXIe siècle.
Il dit que la conférence de Bandung en 1955, il y a 70 ans, c'est le 70e anniversaire, il dit que c'était la première tentative de créer un monde multipolaire. Et puis Lula a déclaré, je cite, « Les BRICS sont un héritier du mouvement des non-alignés ». Fin de citation. Donc, encore une fois, tout comme le Premier ministre de Malaisie, le président du Brésil dit « Nous essayons de raviver le mouvement des non-alignés et l'esprit de Bandung ». Et cette mission ne pourrait pas être plus importante ni plus urgente aujourd'hui.